Bonjour Marie-Laure, merci de participer à cette causette matinale. Juste pour expliquer aux gens comment je te connais, on s'est rencontrés il y a au moins une dizaine d'années, je pense. C'est quand je commençais tout juste ma carrière de jeune communicante et je venais de finir un poste en agence où j'avais fait donc mon stage de fin d'études, un CDD, un CDI et ensuite je suis partie. Et donc j'ai pris un contrat en CDD chez Mazars, donc qui est un cabinet d'audit français. C'est un des je crois, fait partie des Big Four ou des Big Five, comme on dit. Et donc, c'est là que je t'ai rencontré. Moi, je travaille avec Hubert Khaled Amato. Et donc, toi, tu travaillais aussi au service communication, mais dans une autre équipe, il me semble, mais toujours dans le service communication. Et donc, c'est là que je t'ai rencontré et on est resté en contact toutes ces années. Voilà. Et donc, merci beaucoup d'avoir accepté de me rejoindre de nous rejoindre pour cette causette matinale. Bonjour. Bonjour Chloé, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie de pouvoir échanger ce matin avec toi et avec les personnes qui nous rejoignent. Oui, effectivement, on s'est rencontrés chez Mazars, je pense, il y a même plus de 10 ans, donc et on est toujours restés en contact puisque je t'avais repéré comme community manager. Et effectivement, c'est super important d'avoir dans son carnet d'adresses des personnes sur qui on peut compter et contacter au fil du temps. Donc, ça en est un bon exemple, en fait, notre relation. Mm. On en reparlera sur les réseaux d'ailleurs, de garder contact avec les gens. C'est un truc qui, en France, je pense, n'est pas Mm. encore assez habituel. Exactement. Et du coup, moi, à l'époque, c'est vrai, je pilotais l'ensemble, en fait, de la direction de communication de ce groupe Mazars. Et du coup, je travaillais aussi de très près avec Hubert. Voilà. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour cette introduction. Du coup, j'ai préparé une petite liste de questions pour en savoir plus sur toi. Donc, du coup, pour expliquer aux gens, en gros, toutes les causettes vont se dérouler avec quatre parties différentes. D'abord, on va aborder la carrière des experts. C'est intéressant, je pense, de vraiment comprendre le parcours d'une personne pour voir ce qu'il y a d'intéressant dedans. Est-ce qu'on a envie de peut-être faire pareil, des entreprises qui peuvent vous intéresser? Des choses aussi que les gens vous conseilleront de faire autrement ou différemment, parce qu'on a tous des fois fait des erreurs, ça arrive. Ensuite, on abordera vraiment la spécificité de ton cœur de métier, Marie-Laure, et puis de chaque intervenant. J'essaie d'avoir des gens qui ont des métiers très différents, parce que quand on dit communication, en fait, c'est un secteur très large en soi. Il y a vraiment plein de spécialités, même avant l'apparition du digital et des réseaux sociaux. Ensuite, on parlera argent et recrutement. Ça, c'est un sujet qui est très important, surtout quand on démarre. Comment être bien recruté et puis comment bien négocier la partie salaire. L'argent, c'est encore un sujet trop tabou en France. Et ensuite, on ira sur toutes les infos, comme là je fais de la culture G que les experts et les expertes peuvent avoir à vous partager. Voilà. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter rapidement, Marie-Laure, les études que tu as pu faire et par exemple s'il y avait de l'alternance à l'époque, est-ce que tu as fait des études en alternance ou pas? Alors, j'ai fait des études, j'ai commencé très très tôt à penser à la communication. Alors moi, j'ai fait 2 ans de prépa littéraire au départ, étant généraliste et ne sachant à l'époque pas trop ce que je voulais faire. Et puis très vite, j'ai découvert les métiers de la communication qui n'étaient pas si connus que ça à l'époque, hein. On remonte dans le temps là, c'était dans les années 90. Et finalement, on parlait de la publicité, etc. Mais la communication d'entreprise, c'était pas très connu. J'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, après une licence d'histoire, j'ai passé le concours du CELSA. Je suis rentrée au CELSA. Et puis, j'ai continué par la suite en faisant un DEA et puis un master de management de la communication à HEC. Et en fait, non, l'alternance pour ce type d'études à l'époque n'existait pas, malheureusement. Sinon, je pense que j'aurais beaucoup aimé faire ça. C'est des super opportunités de formation. Mais j'ai eu la chance quand même de pouvoir toujours faire pas mal de stages, hein. Bon, ça, Mm. c'est moins riche que l'alternance, hein, mais ça m'a permis, notamment quand j'étais en DEA, je crois que j'avais très peu d'heures de cours. Donc, du coup, je passais beaucoup de temps dans un stage longue durée chez Havas à l'époque. J'ai fait aussi un stage
Donc là, c'était mon stage agence. J'ai fait un stage dans une grosse boîte industrielle lors de mon master à HEC, qui a duré pas mal de temps aussi. Je crois que c'était 6 mois environ. Donc bon, c'était quand même conséquent. Strafor Facom à l'époque. Voilà. Donc du coup, je pense que ce parallèle un peu enseignement, théorie, cas pratique, et puis s'immerger soi-même dans des équipes, voir en vrai comment ça marche, interagir avec des professionnels, c'est super intéressant. Est-ce que tu as eu, toi, des alternants après par la suite? Qu'est-ce que tu penses de ce mode de formation? Oui, bah effectivement, je crois que la première fois que j'ai rencontré une alternante de niveau bac plus 5 dans nos métiers, il me semble que c'était chez 3M. J'ai complètement oublié son nom de famille, mais je me souviens très bien que c'était Clémence et qu'on bossait super bien ensemble, qu'elle est restée 2 ans, qu'elle s'est investie dans différentes facettes du département marketing et com à l'époque. Et voilà. Et du coup, là, je me suis dit, vraiment, à chaque fois que j'aurais besoin de compter sur quelqu'un un peu sur le long terme, et puis d'avoir cet échange où on fait grandir les gens et en même temps, ils nous apportent beaucoup, je choisirais cette solution. Donc oui, moi, franchement, j'ai presque tout le temps, dans tous mes postes, eu recours à des alternants, et c'est vraiment super. Ça s'est toujours très bien passé. Donc, Justement, pour rebondir sur 3M, donc je t'avoue, moi j'ai regardé ton profil LinkedIn aussi parce qu'on s'est rencontrés chez Majar, mais on n'avait vraiment jamais pris le temps d'échanger sur l'ensemble de ta carrière. Et j'ai vu que tu étais resté 12 ans chez 3M, si je me trompe pas, dans 3 pays différents. C'est très long, 12 ans. Enfin, moi, j'ai l'habitude beaucoup des carrières dans les agences de communication où souvent les gens restent 2, 3 ans, puis après ils changent d'agence pour pouvoir évoluer, soit de poste oui, ou de salaire, parce que des fois en agence de communication, c'est très compliqué. Du coup, voilà, c'est pourquoi est-ce que tu es resté aussi longtemps chez 3M? Qu'est-ce que tu as trouvé là-bas pour c'était vraiment un choix de rester là-bas ou c'était plus un début de carrière ou tu sais des fois on hésite, est-ce que je pars, est-ce que je reste? Enfin voilà, pourquoi 12 ans chez 3M et comment ça s'est passé? bah, c'est vrai que rétrospectivement, ça me paraît super long aussi pour un premier poste. Et puis, quand j'y suis arrivée, je me demande si c'était, oui, c'était en CDD, je crois. J'ai dû avoir un CDD de 6 mois au début. Donc, pour dire que j'avais vraiment pas prévu d'y rester 12 ans. Euh, Wow. et je pensais justement, j'avais vraiment cet état d'esprit de m'exposer encore à différentes situations, différentes choses. J'étais très curieuse et je me disais, bah voilà, je reste 1 an ou 2 et puis après j'irai voir ailleurs. Et en fait, je suis tombée dans une grande entreprise extrêmement favorable finalement au développement des jeunes diplômés, mais je le savais pas à l'époque. Parce qu'il faut Euh, le dire, c'est vrai que 3M, c'est quand même une multinationale. C'est pas une grosse entreprise. C'est vraiment la grosse boîte par excellence. C'est très très gros, c'est basé dans 70 pays, c'est une boîte américaine à la base, donc c'est vrai que vu de l'extérieur, on peut se dire, mon Dieu, rester 12 ans là-dedans, ça doit être la grosse machine où on est anonyme, et en fait, mais absolument pas. J'ai tout de suite eu déjà beaucoup de responsabilités, beaucoup d'autonomie, ce qui a été un facteur qui m'a donné envie de rester. C'est une entreprise où on faisait, je pense que c'est toujours le cas, hein, où on fait confiance, où on donne les moyens de grandir et de se développer aux gens qui en ont envie. Donc ça, c'est vraiment un truc qui a été clé. Et puis, bah, j'ai eu la chance de changer de job, en fait, tous les 2 ans et demi, 3 ans. Oh, Euh, wow. donc c'était juste super. Je commençais juste à me dire bon, alors là voilà, maintenant je connais bien mon travail, j'aimerais bien évoluer. Pouf, il y avait une autre opportunité, on me proposait quelque chose. C'est Euh, génial ça. voilà, alors 3M, c'est aussi une entreprise qui offre pour des communicants des carrières assez diverses. Alors évidemment les différents métiers de la communication, mais aussi sur des secteurs complètement différents. Donc moi j'ai commencé dans l'industrie, parce que 3M est présent sur ce marché-là. Donc je bossais sur des lignes de produits électriques, électroniques, télécoms, etc. Ah, parce Après il y qu'il a faut expliquer, excuse-moi, je te coupe, faut expliquer aux gens, c'est vrai que 3M fait énormément de choses. On les connaît pas mal pour leur produit phare qui est le post-it. bah voilà, Mais c'est ça. ils ont aussi, enfin, plein d'autres produits qui, pour le coup, on pourrait se dire, n'ont rien à voir avec le post-it. Donc,
C'est Qui très, sont très en tout large. cas voilà, beaucoup moins connus. Donc effectivement, il y a tout ce côté industriel dans lequel j'étais immergée au départ. Il y a tout le côté grand public. Ben, tu parles du post-it, c'est papeterie, il y a les éponges, etc. Il y a aussi un côté santé, dans lequel j'étais un petit peu impliquée. Troisième santé, il y avait à l'époque un labo pharma intégré, etc. Et puis, il y a eu aussi le côté corporate, donc groupe institutionnel en tant que communicante, où j'ai pu être impliquée. Sans compter, qu'en cours de route, il y avait des réorganisations qui faisaient qu'on avait besoin de personnes capables de bosser en anglais, de bouger, d'aller travailler aux États-Unis, de prendre des postes multi-pays, d'aller régulièrement au siège européen à Bruxelles. Enfin, et tout ça, j'en ai profité, j'ai saisi les opportunités et franchement, je me suis pas ennuyée une minute. J'ai eu aussi beaucoup de formations. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, je trouve, pour retenir des talents, puisque c'est une vraie Mmh. problématique pour le coup qu'on a aujourd'hui. Proposer des formations, proposer de s'exposer à des choses différentes, formation au management, à l'innovation, à différentes méthodes comme le management via Six Sigma. Enfin, il y avait vraiment plein de Mmh. choses. Et j'ai pu aussi travailler sur des gros projets transverses où on n'est pas dans un petit coin avec une petite liste de tâches, mais où on pilote des équipes de manière transverse à l'international et des équipes multifonctions. Donc ça, c'était super intéressant. Et voilà, des années finalement de vraie formation intense pour moi, ces 12 ans où j'apprenais tout le temps, où j'ai rencontré des gens formidables, dont la plupart sont toujours des amis dans différents pays. Donc vraiment, ouais, des années de formation super importantes. Et puis, on le disait un petit peu au début en parlant de de notre rencontre toutes les deux il y a 10-15 ans. Ça m'a aussi permis de me créer un réseau. Alors, j'avais un réseau en interne, ce qui déjà est hyper Mmh. important. Des gens dans différents pays, différents départements, pour avancer sur certains projets. Quand on les retrouve 2 ans après, hop, c'est tellement plus simple, on échange et on avance. Et puis, quand j'ai quitté l'entreprise, c'est devenu mon réseau externe que j'ai jamais quitté non plus. Finalement, je me rends compte également que beaucoup des agences ou des partenaires avec lesquels j'ai travaillé à cette période-là sont toujours dans mon écosystème et sont toujours très proches de moi. Donc voilà, une fondation solide. Ok, donc un début de carrière assez, enfin même très intéressant, formateur et qui ouvre du coup grâce aux formations et aux sujets transverses à plein de domaines différents. Donc ça a l'air d'être intéressant et je pense que voilà c'est qu'est-ce que tu recommanderais aux jeunes qui se lancent du coup pour choisir une entreprise et se dire si j'ai envie de pouvoir rester plusieurs années dans une entreprise, à quoi faut que je fasse attention, par exemple, parce que tu disais que troisième, ils proposaient des formations. Voilà, est-ce qu'il y a des choses comme le fait d'avoir des plans de formation qui sont vraiment importantes pour choisir une entreprise qui va nous permettre d'évoluer? Oui, alors en fait, je dirais presque ça dépend. Il faut déjà savoir, on a envie soi. Par exemple, moi j'avais une forte envie d'international, donc ça a été aussi quelque part quelque chose qui m'a aidé à faire des choix, un critère pour évoluer en interne, etc. Donc ça, c'est un exemple. Mais je pense qu'on peut apprendre tout autant de choses en début de carrière en changeant d'entreprise régulièrement. À partir du moment où on commence à s'ennuyer, se dire « Ouh là là, je regarde ailleurs ». Parce qu'en fait, c'est ce que je faisais chez 3M. Je regardais ailleurs, je me disais je vais partir et hop, à ce moment-là, on me proposait un peu par hasard ou pas d'ailleurs quelque chose en externe. Donc pour moi, c'est pas un must, une obligation de rester dans la même entreprise. En revanche, être toujours en position d'être aligné avec ses envies professionnelles, donc par exemple de continuer à apprendre, c'est super important, de travailler avec des gens qui nous laissent la possibilité de s'épanouir et de faire les choses soi-même. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de rester dans l'ombre à ne pas proposer de choses, à pas pouvoir être force d'innovation dans une équipe, etc. Bon, voilà, à partir du moment où on coche un certain nombre de cases qui permettent de pas s'ennuyer, d'apprendre des choses, de se projeter sur une prochaine étape, quelle que soit la taille de l'entreprise, On est au c'est bon endroit. tout bénef. Ouais. Ok, d'accord, super. Merci beaucoup pour pour ces conseils pratiques. Pour
continuer aussi du coup sur ce que t'expliquais, d'avoir travaillé sur différents sujets, il y a aussi quelque chose qui m'a marqué quand on va sur ton profil, c'est le alors du coup, on en avait parlé un peu, mais c'est le nombre de domaines de la communication que tu as pu travailler ou de gens de spécialités avec qui tu as pu collaborer. Enfin, il y a la communication de marque, il y a les RP, il y a de la crise. Tu connais aussi tout ce qui est web et réseaux sociaux. Tu as travaillé avec des gens de l'IT. Quand c'est comme ça, est-ce qu'il faut devenir spécialiste de chacun des sujets ou est-ce qu'on est plutôt une généraliste mais capable d'intervenir avec des gens, de savoir de quoi ils nous parlent? Enfin, comment on fait pour être avoir une connaissance aussi large. Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis et c'est intéressant. Il y a le côté soi-même en tant que communicant, être généraliste ou expert ou un peu des deux et comment on fait. Et puis, il y a les environnements avec lesquels on travaille, les clients internes qu'on a. Donc pour répondre à la première partie, donc effectivement, il se trouve quand même que dans mes études, finalement, quand j'y pense, j'avais quand même balayé. C'était pas des études très spécialisées en fait. C'était Mhm. pas que de la pub par exemple, même si c'est un domaine très très vaste, ou que de la com institutionnelle. Donc déjà, j'avais pu balayer tous ces sujets au sein de mes stages aussi. Et finalement, je pense que c'est ça qui m'intéresse, m'a intéressé très vite, de pouvoir actionner différents leviers en termes de communication pour atteindre des objectifs de communication d'entreprise en lien avec une stratégie à taille conséquente, avec un périmètre important, parce que c'est impossible d'être femme orchestre toute seule. Il faut bosser avec des gens super et intelligemment et main dans la main, etc. Mais j'aime bien aussi faire en fait plein de choses différentes. J'aime bien relever mes manches et ça c'est quelque chose que je fais de plus en plus, puisque maintenant depuis quelques années je suis indépendante. J'ai rejoint une petite structure qui s'appelle Extramile et là on est au four et au moulin en fait, hein, à la stratégie et à l'opérationnel un peu en permanence sur nos missions. Et je trouve ça super intéressant parce qu'en fait je pense qu'un communicant qui n'est que dans la stratégie rate des choses, parce que c'est un métier où il faut vraiment comprendre la partie action, j'allais dire actionnable. Je ne pense pas que ce soit un mot français, mais voilà, comment on met en action les choses et Mhm. comment elles deviennent réelles. Donc ça, c'est un point important, effectivement, et ça me définit assez bien. D'aimer toucher à tout dans un contexte où on sait où on va, on a une vision de ce qu'on veut faire. Après, tu disais, oui, j'ai travaillé avec des gens de l'IT ou d'autres, et ça a été pas mal le cas récemment chez Danone, où je travaillais au sein de la direction IT, en effet. Là, c'est vraiment avec qui on travaille en tant que client interne, parce que même Mhm. quand on fait de la com externe dans une entreprise, on a toujours des clients internes avec lesquels on bosse. Et ça, très vite, puisque chez 3M, j'ai commencé avec des gens qui étaient des ingénieurs dans les télécoms ou l'électronique. Très vite, j'ai appris à bosser avec des gens avec lesquels je parlais pas forcément le même langage. On n'avait pas fait du tout les mêmes études, je connaissais rien à ce qu'ils faisaient. Parce que les Euh, développeurs et les gens de l'IT, tout ce qui est technique, c'est quand même un monde, enfin, à part, je trouve, dans mais l'univers de la communication. Pour moi, quand j'ai fait mon master, justement, mon master 1, on était en fait toutes des spécialités ensemble. Et par exemple, j'étais chef de projet de développeur. Je dois avouer qu'au début, c'était pas évident des fois de communiquer avec eux. Pareil, des mecs IT, c'est très technique. Enfin, je sais que maintenant, il y en a qui sont devenus mais hyper talentueux. Enfin, je pense qu'ils pourraient hacker tout ce qu'ils veulent et c'est même pas juste des devs pour créer des sites, hein, c'est vraiment des gens qui connaissent la technique et le tuyau. Mais ouais, c'est compliqué. Donc, comment arriver à échanger avec ces gens-là des fois, faut s'accrocher. voilà, c'est ça, c'est vraiment trouver des manières ouais, trouver un terrain d'échange commun. Ça passe par beaucoup d'écoute au départ, hein. Je pense que c'est vraiment clé, vraiment comprendre leur métier, comprendre leurs enjeux, leurs défis, comment nous, en tant que communicants, on peut arriver et soit résoudre certains de leurs problèmes si c'est vraiment des clients, soit bosser ensemble à résoudre le problème de quelqu'un d'autre si on doit créer une équipe commune, comme par exemple, ça se fait beaucoup en ce moment dans les équipes agiles, où on va avoir des gens avec différents types d'approches, de spécialités, qui vont travailler avec la même méthode pour résoudre un problème commun. Donc ça, idem, hein, je trouve ça hyper enrichissant en fait de se frotter à des gens qui pensent pas pareil, qui n'ont pas la même grille de lecture, qui sont pas au même endroit dans l'entreprise, qui contribuent différemment. Et encore une fois,
pense que si on travaillait tout le temps avec des gens qui pensent comme nous, qui avancent comme nous, ce serait plus ennuyeux. On apprend aussi des autres comme Mmh. ça. Ouais. C'est quelque chose du coup qui t'a quand même semblé voilà intéressant Oui, et vraiment. enrichissant, j'imagine. Ouais. Les autres du coup expériences importantes que tu as eues, c'était chez Mazar, on en avait discuté, chez Capgemini, chez Danone. À chaque fois, tu as quand même eu du management, enfin même chez 3M aussi, tu as eu du management d'équipe ou du management de projet. Est-ce que c'est comment on apprend à être manager? Comment ça se passe? Parce que souvent, je trouve qu'en France, on se dit manager, c'est l'évolution logique de quelqu'un qui monte dans la hiérarchie et qui progresse dans sa carrière. Pour autant, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leur manager. Donc voilà, comment on fait pour bien manager? Je sais qu'on avait aussi discuté de tout ce qui était communication responsable. Est-ce qu'il y a du management responsable, comme on a de la communication responsable, qui est quelque chose qui est de plus en plus à la mode? C'est comment ça se passe, être un bon manager? Moi, j'aime bien l'expression que tu as utilisée de manager responsable parce que je trouve que c'est la définition du management, c'est avoir une responsabilité supplémentaire finalement par rapport au reste de l'équipe. Souvent, on est tout aussi impliqué, comme je le disais, dans le côté opérationnel ou suivi des projets, mais en plus, on a cette responsabilité de différentes personnes et d'une équipe. Donc, comment ça s'est passé au départ? J'ai managé assez rapidement chez 3M, effectivement. Et chez 3M, on avait la chance d'être super accompagnés pour ça, parce qu'on avait des formations. Donc, voilà, on réfléchissait à ce que c'était que le manager, justement, à la responsabilité que ça représentait, aux difficultés. On avait aussi très tôt la possibilité de discuter entre pairs, enfin d'échanger des problématiques entre managers, de dire ah là, moi il s'est passé ça, comment je peux faire, j'ai un mini conflit avec telle personne ou j'ai telle personne qui est pas motivée. Enfin, il pouvait y avoir des sujets comme ça et qu'on partageait avec des pairs et c'était un peu du coaching avant l'heure. C'était super comment dire rassurant de pas se sentir tout seul. Je pense qu'à l'époque, moi, j'aurais eu du mal à me lancer comme font certains, à se retrouver manager sans trop d'aide. Et c'est vrai que ça peut être assez dangereux pour soi, parce que c'est dur de manager, et pour l'équipe, parce que la manière de manager peut avoir des impacts sur les gens, hein, la manière dont ils vivent toutes les heures qu'ils passent au boulot, c'est quand même important. Bah, Donc, je crois qu'on le voit régulièrement quand on entend régulièrement enfin, des témoignages sur des gens qui sont en burn-out ou qui sont voilà. à bout de nerfs, pas forcément par le travail, mais par aussi bah, la façon dont on s'adresse à eux, dont on manage les équipes et d'autres personnes. Donc, non, C'est bien. c'est super important. Et un Euh, manager peut aussi être en burn-out et avoir besoin d'aide finalement et faire des mm, bêtises entre guillemets de manière complètement inconsciente parce qu'il se rend pas compte, parce qu'il va pas bien. Donc je pense que ça c'est super important si on peut ne pas être seul. Alors après s'il n'y a pas de ressources en interne, il peut y en avoir en externe, hein, des formations en management, des groupes de ressources, etc. Et des coachs, il y en a, ça devient de plus en plus facile de trouver ce genre de support. Donc je pense que c'est important. Et puis après, bah, il y a une réflexion à avoir sur son style de management. Qu'est-ce qu'on aime dans le management? Est-ce qu'on aime ça? Parce qu'on n'est pas obligé d'être manager, hein. Il y a d'autres voies possibles pour grandir et contribuer dans une entreprise. de dire aux gens, bah, vous pouvez progresser sans forcément passer par la case je deviens manager et je vais devoir gérer des équipes de 5, 10, 20 personnes. Si c'est pas du tout votre truc, c'est pas la voie unique pour monter dans une entreprise et ni la voie unique pour se dire j'ai réussi ma carrière parce que après je sais pas 15 ans, 20 ans de métier, je suis devenue manager, donc ça veut dire que j'ai réussi. C'est Bah, c'est super exactement. important. On peut devenir au contraire un super expert en interne, être quelqu'un qui aide, qui partage son savoir, qui le partage en interne et en externe. Enfin, il y a plein d'autres manières de devenir senior, entre guillemets, et de contribuer à haut niveau dans l'entreprise. Oui, je trouve aussi que c'est important de réfléchir à son style de management. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'encourage à faire. Il y a plusieurs manières de manager. Moi, j'aime beaucoup le management participatif. J'aime beaucoup être aux côtés des équipes, faire grandir les gens qui ont envie de prendre des responsabilités. Mhm. Et c'est vrai que ça m'a amené d'ailleurs à certains moments à faire moi-même une formation de coaching pour devenir un manager coach. Alors c'est un peu des mots qui
qui peuvent sembler à la mode, etc. Mais c'est une vraie différence entre une approche top-down où on met un peu les gens dans des cases et on leur dit, voilà, tu fais ça et tu fais du reporting, etc. Il y a toujours enfin, à un moment donné, il faut toujours faire un peu de contrôle, savoir ce que font les différents membres de l'équipe, c'est super important. Mais il y a aussi des façons plus participatives où on peut co-construire des choses avec les membres de son équipe et être très à l'écoute de leurs suggestions. Alors, bien évidemment, en tant que manager, à un moment donné, il faut prendre des décisions, il faut aussi dire oui, non, avancer, etc. Ça ne veut pas dire que tout le monde fait n'importe quoi dans un joyeux bazar. Mais il y a vraiment différentes manières d'être manager et je pense que ça vaut la peine de les explorer, de les connaître et après de dire, bah, moi, je vais plus par là ou par là. Et du coup, il y a aussi des styles de management différents dans différentes entreprises. Il y a des cultures d'entreprise favorables à tel ou tel style et ça peut aussi être un critère de choix ou de départ d'une entreprise si on s'y sent bien ou pas bien, quoi. Ok. Donc, du coup, pour résumer, si on avait une liste de qualités à faire, enfin, ou à avoir ou développer, peut-être, parce qu'on peut aussi développer des compétences et des qualités, pour devenir manager, on pourrait dire déjà de arriver à identifier son style de management, ne pas hésiter à demander de l'aide si on voit que ça va pas ou de la formation. Et c'est vrai que j'avais discuté avec une personne qui était manager en agence et elle me disait, bah, moi là, on m'a nommé manager, mais je sais pas faire et on propose pas de formation. Donc, c'est Voilà. effectivement un Mm. point. Et puis, tu disais aussi de bah, se former par soi-même aussi, comme tu as pu faire, par exemple, une formation de coach. Et puis, si on est manager dans une nouvelle entreprise, poser la question, par exemple, pendant l'entretien, quel est le style de management en interne, comment ça se passe pour manager les personnes dans cette boîte-là. Et puis, Bah, être en exactement. accord. C'est une super checklist là que tu viens de partager, je trouve. Ok, parfait. J'en ferai un petit post à mettre sur le groupe. J'ai déjà été manager et c'est vrai qu'au tout début, c'est ce que tu disais, c'était une expérience un peu par défaut. J'étais dans une agence où beaucoup de gens sont partis et je venais de finir mon stage de fin d'études de 6 mois. J'avais fait un CDD de 3 mois et il y a au moins 3-4 managers qui sont partis et je me suis retrouvée à manager une stagiaire qui avait Ah oui, commencé pendant que moi-même je faisais mon stage. Et j'étais sous l'eau parce que je m'étais récupéré plein de clients, des gens qui étaient partis, des autres managers. Et j'avoue que je m'en étais voulu, enfin pendant des années en fait, de la façon dont je l'avais managée, la pauvre. Et c'est bah pareil, on était restés en contact, plus ou moins éloignés. Maintenant, je retravaille avec elle en tant que freelance et heureusement, elle m'a dit que non, non, ça s'était bien passé. Enfin, je pense qu'elle n'avait pas vécu aussi mal que moi et qu'elle se souvenait toujours de certains conseils que je lui avais donnés et qui lui étaient restés, notamment de faire attention aux détails tout le temps. Et donc, je me suis dit, waouh! Mais voilà, enfin, c'est vrai que pendant des années, je m'en suis voulu de la façon dont j'ai géré cette euh, personne, en fait, dont je l'ai managée. elle l'a bien vécu et elle a quand même, ouais, enfin, elle a même appris de toi, mais toi, tu te sentais pas super à l'aise. C'est intéressant en Bah, je fait, me hein. sentais pas du tout légitime parce que je venais de finir un stage. Enfin, elle a été stagiaire quasiment en même temps que moi. Et c'est vrai que je me sentais pas forcément très légitime pour oui, manager cette personne. Et je pense que, comme tu disais, pour moi, manager, c'est aussi un peu coach, aider les gens à se développer. Et c'est vrai que venant tout juste de finir d'être stagiaire, je me disais, bon, est-ce que je suis vraiment la personne pour lui apprendre des choses? Enfin, je voulais savoir, parce que pareil, c'est quelque chose, je pense, qui est important à entendre. Est-ce que dans ta carrière, il y a des erreurs que tu as faites ou des choses que tu ferais différemment? Des choix où tu te dis, bah, j'aurais peut-être dû faire d'autres choix. Enfin, voilà, quelles sont pas forcément des grosses erreurs, mais des choses que tu regrettes un peu, que tu ferais différemment. Alors, bon, des petites erreurs, on en fait tout le temps plein, hein. L'important, c'est c'est de les corriger rapidement. Mais au niveau plutôt de la gestion de ma carrière, tu voulais dire en Oui, fait, hein. au global, que ce soit au global ou sur des petites choses. Alors, bah, sur des petites choses et sur le côté contenu finalement de nos métiers, je pense que le droit à l'erreur, c'est hyper important et qu'il faut, comme on dit en agile, échouer vite pour pouvoir se corriger vite et apprendre vite de ses erreurs. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui marche pas, très très vite s'en rendre compte, le mesurer, l'évaluer, pour pouvoir aller dans une autre direction et éviter de s'entêter dans une direction qui fonctionne pas. Donc,
tout ça pour dire que l'erreur n'a pas tellement bonne presse en entreprise et principalement dans la culture française, où il faut toujours tout faire bien, ne pas se planter, etc. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai glané chez 3M d'ailleurs, où le droit à l'erreur était reconnu pour les jeunes et où l'idée c'était, il y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais. Donc ça, c'est mon point de vue sur les erreurs au quotidien, on va dire. Ça veut aussi dire d'ailleurs en termes de management qu'il faut être très tolérant et accompagner ce type d'erreurs auprès des gens de son équipe. Après, Ça arrive en France avec le droit à l'erreur fiscale, mais c'est ça, pas encore très établi dans le management. ouais, exactement. C'est un début. Après, d'un point de vue gestion de carrière, je trouve que quand on commence à travailler, c'est un peu comme on monte à bord d'un train et on avance, on avance, on avance, ça va hyper vite. On a quand même des métiers très chargés où il se passe plein de choses, où il faut décider très vite de ce qu'on fait. Après, on est en contact avec plein de gens tout le temps. Donc, on n'a finalement pas tellement le temps de se dire est-ce que j'aurais dû faire différemment ou pas. Maintenant, avec du recul, je pense surtout que j'aurais peut-être anticipé plus tôt le fait qu'une carrière c'est long, qu'il peut s'y passer plein de choses et qu'on peut peut-être prendre un peu plus le temps de respirer que je ne l'ai fait à certains moments. Par exemple, j'ai jamais pris d'année sabbatique et j'en ai toujours plus ou moins rêvé, mais je l'ai jamais fait. Voilà, voyager, faire des choses. Faire un tour du monde en famille, voilà, des choses que je ne me suis jamais autorisée à faire. Ça, je pense que si je devais tout recommencer, je le mettrais sûrement dans ma liste des choses à faire. Et puis, c'est vrai que j'ai eu 2 enfants quand j'avais peut-être 10 ans d'expérience à l'époque. Et avoir des enfants petits, des postes à responsabilité où je voyageais beaucoup d'ailleurs en plus. Du C'était coup, c'était quand tu étais chez 3M, c'est ça? ouais, c'était super exigeant. Et finalement, je me rends compte a posteriori que c'était extrêmement fatigant aussi et que peut-être j'aurais bénéficié, mais je n'y ai pas pensé et personne me l'a dit en fait, mais de faire plus de pauses quoi finalement, de me reposer, de prendre plus de temps, de prendre peut-être des congés maternité plus longs, enfin voilà, des choses auxquelles je pensais même pas. Donc ça, oui, c'est des choses. Donc peut-être, voilà, se dire que une carrière c'est long, on sait, l'âge de la retraite vient encore d'être poussé, donc ça risque d'être encore le cas dans les années à venir. Donc c'est long, faut tenir sur la durée, faut garder son énergie, son envie, son enthousiasme et sa bonne humeur, et donc faire attention à soi. Est-ce que tu penses que, voilà, on est toutes les deux des femmes, est-ce que tu penses que l'aspect congé maternité, et maintenant en France, on a aussi cet aspect congé paternité, à l'époque, c'était peut-être moins quelque chose qui se faisait quand on était dans des postes de haut niveau, de se dire, oui, je m'autorise à prendre plus de temps parce que mes enfants, c'est important. Est-ce que ce serait maintenant, tu penses que ce serait plus facile, que tu y aurais pensé, ou que c'était juste, on va dire, un état d'esprit à l'époque de quelqu'un qui a des opportunités d'avancer et du coup les saisit, ou voilà, c'était plus une convention sociale de pas trop s'arrêter quand on atteint le haut niveau? Écoute, un peu les deux. Je pense effectivement que c'est plus facile aujourd'hui parce qu'on en parle beaucoup. La parole s'est vraiment libérée sur ces sujets. Il y a beaucoup et tant mieux, de jeunes femmes ou moins jeunes qui témoignent, qui expliquent de la difficulté de tout mener de front. Moi, je pense il faut faire ce dont on a envie au moment où on le vit aussi. Il y a aucune, enfin, on n'est pas obligé de prendre un an de congé maternité si on n'a pas envie non plus. Saisir des opportunités, c'est excitant. J'ai toujours fait ce choix-là, donc effectivement. Je comprends très bien qu'on continue à faire ça. Après, c'est plus se dire, pour les deux parents d'ailleurs, il y a de la fatigue induite quand on a une famille à gérer, quoi. Et c'est ça, c'est tenir sur la durée. Et après, ça ne vaut pas que pour les parents. On peut avoir une vie plus fatigante parce qu'on a ses propres parents, par exemple, à gérer, parce qu'on a soi-même des problèmes de santé. Enfin, il peut y avoir plein de choses à certains moments où on a besoin d'aménagement. Et ça, effectivement, je pense que au début où je commençais à travailler, on en parlait beaucoup moins. C'était un petit peu, il fallait aller bien, foncer et ne pas se poser de questions. Et si on s'arrêtait, ça devenait très compliqué de reprendre le travail. Je pense que maintenant, on comprend qu'il y a des moments où
on a besoin de ralentir un peu. Mm. En tout cas, j'espère. Il y a moins cette séparation maintenant, vie pro d'un côté, vie perso de l'autre, et les deux ne doivent absolument pas intervenir, enfin, Je influencer crois, l'un sur l'autre, quoi. il me semble, d'après les discussions que je vois sur les réseaux sociaux, d'après ce que peuvent me dire des personnes plus jeunes ou des personnes qui vivent en entreprise en ce moment. Il me Ok. semble qu'en effet, la parole s'est libérée sur ces sujets et qu'on peut imaginer des solutions quand on en a Mm. besoin. Parce qu'une carrière, c'est pas linéaire, on ne vit pas tout le temps de la même manière. Il y a des temps forts dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Pour rebondir sur ce que tu disais, le fait de préparer sa carrière et de penser à long terme, qu'est-ce que tu recommandes justement pour ne pas être pris au dépourvu? Comment on fonctionne? Est-ce que on se laisse porter par les opportunités et on saisit toutes les opportunités qui passent? Est-ce que on se dit bah voilà, j'ai cet objectif-là et il va falloir que je mette en place des choses pour l'atteindre? Comment fonctionner si on a de grandes ambitions pour avancer? Et pourquoi penser sa carrière à l'avance? Déjà, se dire, enfin, essayer de réfléchir à ce qu'on veut faire, hein, je trouve que c'est déjà un bon début et à ce qu'on attend de sa carrière, de sa vie pro. Et après, saisir les opportunités qui vont dans ce sens. Pour moi, au début, c'était vraiment l'international, comme je le disais au début, et aller vivre à l'étranger et travailler avec des personnes d'autres pays et me fondre et découvrir de nouvelles manières de travailler, de nouvelles cultures. C'était vraiment quelque chose qui me motivait beaucoup. Après, il y a eu l'envie d'être DIRCOM. D'avoir ce rôle de chef d'orchestre, justement, parce qu'être DIRCOM, c'est vraiment ça, hein, c'est chapeauter l'ensemble des activités et souvent des équipes un peu plus importantes, l'ensemble des activités communication d'une entreprise, l'interne, l'externe, le digital, l'événementiel, et actionner tous ces leviers. Donc, j'ai eu envie de ça à un moment, et c'est vrai que finalement, ça a motivé certaines décisions, comme celle de quitter 3M à l'époque et d'aller tenter ma chance dans d'autres entreprises jusqu'à effectivement arriver chez Mazars où j'ai eu ce poste de directrice de la communication que je souhaitais avoir. Donc, c'est vraiment ça, en fait, se dire de quoi j'ai vraiment envie, moi maintenant, moi dans 5 ans. Et c'est pas si aisé, en fait, hein, de savoir ce qu'on voudra faire dans 10 ans. Il y a des moments où on n'a même pas le temps d'y penser. Mais Bah ça, après, on peut peut-être aussi des fois revoir en cours de route ses désirs, mais c'est important d'avoir un plan, tu penses, si on veut ouais. monter vers certains types de postes. Exactement. Et puis observer aussi. Hein, alors, je ne dis pas qu'il faut avoir absolument des rôles modèles ou des gens qu'on veut, auxquels on veut ressembler, mais en tout cas observer comment se passent les carrières des communicants, comment les gens évoluent dans leur poste, ce qu'ils deviennent. Je sais que certaines personnes m'avaient parlé assez tôt du fait de rester très ouvert à d'autres choses, de pas se laisser enfermer par son métier. Et ça, c'est pas si simple en fait, hein, quand on a beaucoup boulot et qu'on aime ce qu'on fait. Donc, de rester ouvert à d'autres choses, de se former, de garder des centres d'intérêt autres pour être prêt à rebondir aussi, pour se dire, tiens, si demain je devais changer de métier, je ferais quoi? Bon, moi, j'ai toujours pas la réponse à cette question, mais on me l'a souvent posée et on m'a souvent dit, tu sais, c'est important de réfléchir à ça et de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, entre guillemets. Mais je pense que c'est d'autant plus important aussi à notre époque parce qu'il y a tellement de changements, on le voit avec l'IA et même d'autres technologies, les nouveaux réseaux, des choses qui arrivent, que est-ce qu'on sait, surtout pour les jeunes qui sont en train de se former, est-ce que dans 5 ans, il y aura pas un nouveau métier et qui me passionnera? Enfin, quand j'ai commencé mes études après le bac, community manager, j'avais jamais entendu parler. Et je me rappelle, j'avais des cours d'informatique en DUT, donc en bac+2, on nous a encore codé des sites avec avant le HTML, CSS, enfin c'était un enfer. Et community manager, j'en ai entendu parler en master 1 et c'est en master 2 où je me suis dit c'est génial, ça peut être un job et j'ai trouvé un stage dans une agence qui était spécialisée en social media et c'est le métier que je fais aujourd'hui. Et quand j'ai eu mon bac et c'est au moment du bac on me dit quel métier tu veux faire, personne savait que le social media ça existait, les réseaux sociaux n'existaient pas et c'est vraiment à partir de bac plus
4 ou enfin bac plus 3, bac plus 4 que les réseaux sociaux sont arrivés et j'aimais déjà l'informatique et je me suis dit ouais mais en fait c'est un job, c'est génial. Donc non non, il faut rester ouvert et prêt. Voilà, c'est ça, de voir ce qu'on aime. On a à la fois les compétences, ce qu'on a appris, ce qu'on sait faire, son appétence personnelle, ce vers quoi on veut aller, et puis une sorte de curiosité qui fait qu'à un moment donné, bah, tu t'es intéressé à ce nouveau job que personne ne connaissait à l'époque et tu t'es rendu compte que ça cochait bien les cases pour toi. Et du coup, bah voilà, en plus tu t'y épanouis depuis, donc c'était un bon choix. Et je me rappelle d'avoir un Un peu, consultant en communication politique chez ESCG qui m'avait dit non mais Fekino, Facebook, ça marchera jamais, ça fait suer tout le monde, je prends le pari que ça marchera pas. oui, Je bien crois que sûr. c'était en 2011. C'était magnifique. Ben voilà, donc c'est vrai que les tendances et les petites choses qui bougent, là, toi, tu avais senti le développement des réseaux sociaux à ce moment-là et ce qu'il pouvait avoir de stratégique pour la communication d'entreprise. Maintenant, comme tu dis, bah, l'IA, on ne parle que de ça, mais il y a raison parce que quand même, c'est quelque chose à prendre en compte dans l'évolution de nos métiers. La communication responsable, on n'en parlait pas il y a 10 ans. Voilà, c'est maintenant au cœur de tout ce qu'on fait. Donc oui, rester vraiment très sentir les tendances quoi et voir comment elles peuvent impacter son métier, c'est super important aussi. Je vais arriver t'as parlé de communication responsable. C'est un sujet, comme tu disais, on en parle de plus en plus. On parle aussi beaucoup, on entend le mot RSE. Est-ce que communication responsable et RSE, c'est la même chose? Quelle est la différence? Qu'est-ce que la com responsable? Qu'est-ce que la RSE, si ce sont deux choses différentes? Alors, la RSE, c'est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Ça se dit Corporate Social Responsibility, CSR, c'est un autre acronyme en anglais. Et ça signifie que les entreprises, à un moment donné, doivent définir une stratégie et réfléchir à la manière dont elles contribuent dont elles impactent les sujets environnementaux et sociaux. Donc, quand je dis doivent, tout ça est de plus en plus normé et régulé. Donc, ça a juste une petite cerise sur le gâteau. Ça devient très, très central et important au niveau de l'entreprise. Donc, dans la lignée de ça, on a pu parler de communication RSE. Alors, ça veut dire quoi? Pour moi, la communication RSE, c'est la communication sur les sujets de RSE. Il y a beaucoup de règles autour de la communication dans ce domaine, comme faire des rapports intégrés, des rapports de développement durable, au lieu de faire de simples rapports d'activité financiers comme on faisait auparavant. On doit maintenant aussi partager des indicateurs de performance extra-financière et expliquer non seulement comment on contribue à faire de l'argent, en gros, mais aussi nos contributions en tant qu'entreprise sur des sujets environnementaux ou sociaux /humains. Donc ça, c'est une première étape. Est-ce que c'est uniquement pour les entreprises cotées ou est-ce que tous les types d'entreprises ont l'obligation de sortir ce type de rapport? L'obligation commence au niveau des entreprises cotées et puis s'étend aux plus petites entreprises de plus en plus. La communication responsable, pour moi, c'est dans la même mouvance, mais c'est un peu différent. Enfin, c'est plus large en fait. C'est la manière dont on doit communiquer aujourd'hui. J'ai tendance à dire que la communication la communication d'un groupe, d'une entreprise, elle doit être une communication responsable aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire communiquer de façon responsable en réfléchissant aux impacts de ce qu'on fait, impacts environnementaux de la communication. Alors là, il y a plein de choses à prendre en compte, mais aussi impact des contenus qu'on communique. La communication a une énorme responsabilité au niveau des récits, au niveau de ce qu'elle raconte, des imaginaires qu'elle contribue à créer en poussant plein de messages comme ça auprès de plein d'audiences, plein de canaux. Il y a un impact énorme. Donc, les messages ne sont pas anodins et
et sont importants à peser. Et du coup, la communication responsable, ça peut aussi être une communication sur les sujets de transition écologique. Mais du coup, c'est pas que de la communication sur ce que fait une entreprise pour l'écologie. Ça touche aussi à d'autres aspects de Bah, responsabilité. oui, déjà, ça touche aussi à toute la dimension, le S de RSE. Donc, social, ça veut pas dire grand-chose, mais donc tout le pilier humain, diversité, inclusion, la responsabilité qu'on a à faire travailler aussi certains prestataires, à travailler avec certains fournisseurs. Donc, c'est très, très large. Ouais. Et du coup, Okay. c'est la communication, c'est la manière maintenant dont on doit faire de la communication. Et on en parle de plus en plus, et tant mieux. Hein, ça, c'est vraiment super important. J'étais il n'y a pas très très longtemps au premier congrès de la communication responsable qui avait lieu en région parisienne, et donc ça prouve bien que c'est devenu un sujet central pour les communicants. Donc c'est quelque chose qui s'organise et qui n'est plus juste en gros un effet de mode qui devient vraiment essentiel. Oui, vraiment. Et si effet de mode, ça a pu être à un moment donné, on est vite tombé dans ce qu'on appelait le greenwashing, c'est-à-dire des entreprises qui allaient communiquer, notamment faire de la publicité en utilisant les codes d'une communication entre guillemets verte ou responsable, mais sans en avoir la rigueur nécessaire, c'est-à-dire sans apporter les preuves de leur démarche, par exemple, en ayant juste des discours d'intention. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus pointé du doigt par tout un tas d'instances. Hein. Il y a une loi maintenant depuis l'année en France contre le greenwashing. Donc, c'est très sérieux et très, très important de prendre ça en compte pour les marques. Mais parce que du coup, j'allais te demander, tu parles de preuves. C'est vrai que bah, dans tous les types de communication, moi je suis spécialiste plus du social media et on parle aussi de preuves à apporter. C'est un peu comme des arguments de vente. Et Oui. qu'est-ce qui est le plus important, enfin en tout cas quand on lance une démarche de communication responsable, si c'est pas quelque chose qui était déjà fait en interne, est-ce que c'est d'abord de mettre en place des actions et de changer au sein de l'entreprise et ensuite de communiquer sur ce qu'on fait? Ou par exemple de dire bah je vais commencer par communiquer, c'est aussi une façon de prendre date et de m'engager et peut-être de dire en interne bah on a dit qu'on allait faire ça donc maintenant il faut le faire. Est-ce que c'est un peu la question de l'œuf ou de la poule? Est-ce qu'on commence par agir et ensuite on en parle ou est-ce qu'on dit ce qu'on va faire et ensuite on met tout le monde en branle en disant voyez regardez sur quoi on s'est engagé, maintenant il faut y aller, on n'a plus le choix. Qu'est-ce que tu recommandes et qui penses qu'il est le plus efficace pour l'entreprise et d'un point de vue aussi des récepteurs de la communication? Oui, d'un point de vue des récepteurs, c'est ça qui est important, je pense, là, par rapport à ta question. Tout dépend des cibles et de l'audience. Je pense que si on s'adresse à un public d'investisseurs, oui, d'investisseurs, de journalistes assez pointus sur le sujet, de pairs, etc., comme on le fait dans un rapport annuel ou un rapport intégré ou un rapport de développement durable, on peut dire, ben voilà, on a fait ça, voici d'ailleurs les indicateurs qui permettent de mesurer ça, etc. Mais on veut aller beaucoup plus loin, on l'annonce, on est dans une démarche d'amélioration continue, on se met des étapes et on reviendra vers vous dans un an pour vous raconter comme on a bien travaillé, etc. Ce qui n'empêche pas, hein, bien au contraire, ça doit être fait en parallèle de la communication interne pour embarquer toutes les équipes et que tout le monde soit au courant de ce que souhaite faire l'entreprise. Donc ça, c'est une sorte de communication un peu restreinte, on va dire, auprès de gens qui comprennent ce que c'est que ce Les sont ces spécialistes, quoi. des spécialistes. Ouais. En revanche, pour la communication grand public, quand on parle de communication publicitaire, par exemple, pour certaines marques, au contraire, je pense qu'il faut vraiment être très, enfin pas très avancé, mais avoir fait des choses, avoir embarqué et avoir des choses très concrètes à partager avant d'en parler en externe. Sinon, bah, on peut perdre toute crédibilité et ça peut être très, très mal compris et perçu. Donc il faut être très très carré, avoir fait et pouvoir partager des choses très concrètes. Il y a aussi un côté un peu humble à avoir dans ces démarches de communication. On n'est plus trop dans une culture où on va claironner des choses, fanfaronner, dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Enfin, il y a une vraie humilité à intégrer dans cette démarche de communication.
une vraie réflexion aussi vis-à-vis de ces parties prenantes, une autre manière de parler de ces cibles ou en tout cas des différents publics qui ont à faire à un moment donné avec l'entreprise, de bien comprendre leurs besoins en termes d'information et de leur parler et de leur donner les messages qui sont importants pour eux plutôt que Mm. d'envoyer n'importe quel message dans tous les sens et du coup ça veut pas dire grand-chose pour la personne qui va être au bout du processus de communication. Donc ça c'est super important comme responsable. Les cibles, les parties prenantes, l'humilité et le discours de preuve, c'est vraiment trois choses très importantes. D'accord. Et du coup, ça suppose aussi, si j'ai bien compris ce que tu dis, de faire une distinction entre la communication interne, la communication externe, parce que c'est quand même deux façons de communiquer différentes. Enfin, je trouve que pendant les études de communication, je le vois, je me rappelle de mes études et les cours que je donne, je pense qu'on n'insiste pas assez sur l'importance de la communication en interne. Souvent, quand on pense communication, on pense beaucoup comment je vais aller chercher les parties prenantes externes. Les investisseurs, c'est pas toujours ce qui vient en premier, sauf quand on est sur des entreprises cotées, par exemple, ou qui ont besoin de beaucoup d'investissements comme les startups. Il y a tout ce qui est journaliste, bien sûr les clients, les fournisseurs, mais la communication interne aussi, à destination des salariés, c'est super important. J'ai l'impression, enfin même encore plus quand on parle de communication responsable et de RSA, que quand on va, par exemple, je sais pas, faire une communication plus publicitaire ou marketing. C'est super important, c'est vrai. Alors moi, j'ai travaillé uniquement sur le sujet de la communication interne quand j'étais chez Capgemini, donc je ne vais pas dire le contraire. Oui, Mais tu même maîtrises la communication interne sur le bout des doigts. au sein de ces cibles internes, tu as aussi plein de populations différentes. Tu vas avoir le top management, les managers avec lesquels ça peut être intéressant de partager des messages en amont ou des messages particuliers et de leur donner des conseils pour les cascader à leurs équipes en leur donnant du contexte, etc. Ça s'appelle la communication managériale. Tu vas avoir aussi des syndicats en interne, notamment en France, mais dans d'autres pays, il y a des représentations de personnel aussi qui existent et qui sont incontournables et qui font informer d'une manière très particulière pour qu'ils puissent poser leurs questions, qu'ils puissent comprendre les transformations et les manières de communiquer en externe aussi. Donc ça demande beaucoup d'écoute et de finesse et c'est super important. Après, il y a aussi quelque chose qui est apparu notamment avec les réseaux sociaux, c'est que finalement toutes ces personnes qui sont en interne, elles ont un accès hyper facile à la com externe et parfois elles s'informent aussi presque plus sur le LinkedIn de la boîte que via les canaux internes. Donc il faut bien veiller en termes à la fois de timing et de message à ce que tout ça soit cohérent et à ce que les collaborateurs en interne ne se sentent pas dépossédés de l'information ou n'apprennent pas après les cibles externes qui se passent dans leur entreprise. Ça, c'est extrêmement démotivant pour les équipes en interne. Donc oui, il y a beaucoup de doigté à avoir sur ces sujets-là. Ok, mais en plus c'est intéressant cette distinction que tu fais de toutes les parties prenantes internes parce que typiquement c'est vrai que les syndicats, alors que je suis française et c'est un truc en France, ça prend de la place. Tu vois, c'est quelque chose où j'aurais pas le réflexe de penser aux syndicats comme étant une partie prenante interne. Enfin donc non, c'est vraiment je pense la communication interne. Va falloir que je creuse là-dessus et qu'on en rediscute peut-être à d'autres occasions sur le canal Telegram parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Carrément. Ah, Et du puis coup, c'est vrai qu'on a vu passer, juste pour conclure sur la com interne, on a vu passer aussi au moment du Covid un peu la reconnaissance de ces expertises de communication externe sur certains médias parce que là on se rendait compte que voilà, chacun étant chez soi, on pouvait plus communiquer à la machine à café ou à la cantine à midi et du coup il fallait renouveler ces manières de communiquer. On s'est rendu compte comme c'était important de créer ce lien, de donner du sens et de partager des informations utiles. ok. Merci beaucoup pour cette précision. Du coup, on va passer rapidement sur la partie recrutement. On va essayer de faire des réponses courtes du coup pour pouvoir tenir dans le dernier quart d'heure. Je vais pas pousser plus loin que 10 heures quand même. Euh, Quelle qualité tu attends de junior que tu vas recruter, que ce soit en alternance, en stage ou pour un premier contrat à temps plein, type CDI ou CDD?
Ben, ça va être une envie au départ. Une curiosité, voilà, ressentir l'envie de découvrir et de faire ce métier. Donc des gens qui sont prêts effectivement à relever les manches, mais aussi à poser des questions, à challenger aussi, hein, à dire pourquoi vous faites ça comme ça, je comprends pas. Donc des vrais acteurs de l'équipe. Ça, je trouve ça important. Et après, les alternants, comme je le disais au tout début, c'est souvent des candidats. Enfin, souvent du même niveau que des jeunes diplômés. Ils sont très impliqués et finalement, en termes de recrutement, on va avoir tendance à avoir les mêmes attentes pour des alternants que des jeunes diplômés. Ok, d'accord. Question pratique, quand tu fais du recrutement, est-ce que tu reçois les CV, les lettres de motivation, ou est-ce que ça passe par le RH et c'est la personne des RH ou le manager RH qui fait le tri avant que toi tu aies les entretiens? Comment ça fonctionne? Alors, quand j'étais en poste en entreprise, c'était les deux. Je pouvais recevoir des choses en direct et puis moi-même poster des messages en disant je recherche tel profil. Et puis, j'ai eu la chance dans les grandes entreprises dans lesquelles je travaillais à chaque fois d'être épaulée dans ce type de recherche et de recrutement par des services RH qui, eux aussi, travaillaient avait une vraie valeur ajoutée hein, sur le recueil de CV, le filtrage, me faire déjà des sélections, des shortlists, voire parfois pour faire gagner du temps, avait des premiers entretiens avec les candidats. Donc en général, c'est un travail main dans la main avec les RH. Ok. Est-ce que tu lis les lettres de motivation? Est-ce que c'est encore quelque chose d'important de savoir faire une lettre de motivation? Alors, bah, bon, quand je reçois des candidats préfiltrés par les RH, en général, je les lis pas parce qu'eux, ils me font un résumé super bien de tout ça. Si moi j'en reçois, j'avoue, je les lis en diagonale et je fais surtout super attention au fait que la personne se soit relue, quoi, que ce soit pas truffé de fautes de grammaire et d'orthographe. Sinon, c'est un peu contre-productif et ça me donne pas super envie. Parce que ben on fait des métiers où il faut faire attention à ça. En communication, c'est super important d'être rigoureux, de se relire et de savoir écrire. Donc je les lis mais en diagonale quand j'en reçois. Ok. Donc en 2023, quand même, savoir écrire sans faute, c'est pas quelque chose de old et de dépassé. Ouais, c'est mon côté old school peut-être, mais oui. Et Tu vois, non, après, je bah, suis pas. toi, t'es pareil, bah voilà, comme quoi, c'est transgénérationnel. Ok, d'accord. Bon, bah, super. Par rapport au salaire, parce que c'est quelque chose aussi qui est important, est-ce que à chaque fois que tu as eu des propositions d'embauche, tu as négocié ton salaire ou est-ce que tu as accepté ce qu'on t'a donné sans discuter? Comment ça s'est passé? Alors ça dépend. J'ai souvent accepté, voilà, les augmentations qui étaient liées aux promotions sans trop les challenger. Peut-être à des occasions un peu particulières, notamment quand j'ai été expatriée, où là, on se pose plein de questions sur comment ça va se passer, comment on va gérer son budget, etc. Et je me souviens que j'avais un peu poussé en disant, mais là, c'est quand même, c'est quand même un risque qu'on prend en tant que salarié de partir à l'étranger, etc. Donc là, j'avais plus négocié et puis aussi à d'autres moments dans ma carrière où j'ai remplacé certaines personnes et j'ai demandé à arriver au moins au niveau de salaire de la personne que je remplaçais. Et c'est parfois compliqué hein, dans les grosses entreprises parce qu'on n'augmente pas les gens comme ça. En général, il y a des étapes, il y a des plans de rattrapage. On peut pas faire des plus 10%. Enfin, ça n'existe pas. Ou alors, ça peut peut-être exister en changeant d'entreprise, mais au sein de l'entreprise, il y a des grilles. Enfin, pas RH, mais c'est des choses très, très complexes à intégrer. Et du coup, que ce soit des plans de rattrapement ou des augmentations un peu plus fortes, il y a eu quelques rares occasions où j'en ai parlé. Mais sinon, la plupart du temps, non, ça a été très, très D'accord. bonne. Et quand tu disais la personne que tu as remplacée, tu voulais avoir son niveau de salaire, si c'est pas indiscret, comment tu as fait pour savoir le niveau de salaire qu'elle avait, du coup, pour pouvoir demander la même chose? Parce que si tu sais pas quel niveau de salaire elle a, c'est un peu Alors, compliqué de savoir qu'on te l'a proposé.
Soit je l'ai demandé carrément parce que c'était une personne qui restait au sein de la même entreprise, enfin que je connaissais, donc peut-être je lui ai demandé. Et aussi, ce qu'il faut savoir quand on est manager d'une équipe, on travaille avec les RH sur ces sujets et on a accès à un fichier ultra confidentiel où on a les rémunérations de toute son équipe et aussi souvent des pairs. Donc je l'avais peut-être eu comme ça, je ne sais plus. Ok. Parce que du coup, moi, je sais qu'avec des amis, justement, ce qu'on faisait en début de carrière, c'était de parler de nos salaires. On savait entre nous à peu près ce qu'on gagnait. Et justement, ça nous avait aidé à dire, bah, ok, moi, je sais que telle personne parce qu'on était tous au même niveau d'études, bac plus 5 et avec le même niveau de poste, ça nous a permis de se rendre compte qui était plus ou moins bien payé et du coup aussi derrière certains d'aller renégocier avec leur entreprise en disant bah telle personne elle est dans une agence comme moi, elle est cadre et au final elle a 2 ou 3 cas de moins. Quand on est dans certaines villes comme Paris, ça change les choses donc. Mais exactement, mais ça c'est super de faire ça. Je pense, je discutais avec une autre femme qui travaille dans un secteur complètement différent dans le domaine des jeux vidéo récemment, qui me disait qu'effectivement elle avait plusieurs fois fait comme ça et plusieurs fois aussi été approchée par d'autres studios qui lui proposaient telle somme et du coup elle n'avait pas forcément envie de partir, mais elle a dit à son employeur bon bah voilà on me propose tant, qu'est-ce que je fais? Bon, l'employeur, il s'agit pas de faire du chantage je reste seulement si Mmh. ça, mais du coup, ça initie une discussion avec l'employeur de façon un peu dépassionnée où on apporte juste des chiffres et bah, ça peut, en l'occurrence, elle a été augmentée. Elle n'a pas eu exactement ce qu'on lui proposait ailleurs, mais elle est rentrée dans un processus d'augmentation. Et voilà, c'est vrai qu'il faut décomplexer un peu ces sujets-là et en parler un maximum. Ouais, c'est bien. Après, c'est pas toujours aussi simple hein, au sein de l'entreprise de bref, et toi, tu gagnes combien? Bon, ça marche pas toujours très bien. Mais je pense qu'en plus on y gagnerait parce que justement en étant un peu plus je dirais pas honnête, mais transparent sur le salaire, ça permet, bah, notamment pour les femmes, d'avoir un meilleur niveau d'égalité parce que si on sait ce qu'une autre personne gagne par rapport à ce qu'elle fait, bah, on peut se rendre compte qu'en fait, nous, on gagne moins pour telle ou telle raison et aller pouvoir négocier plus facilement. Je pense qu'il y a peut-être aussi certains employeurs qui jouent sur ce côté, personne n'en parle de son salaire, donc s'il y a des écarts, c'est pas bien grave, ça se saura pas au final, Oui, ça oui, sera pas trop diffusé. c'est bien possible. Donc, ouais, il faut en parler le plus possible ouais, et changer cette culture du secret qu'on a en France. Est-ce que tu as déjà eu à négocier, du coup, enfin, toi, ton salaire, tu disais pas forcément trop, mais quels arguments tu as pu mettre en avant, du coup, pour négocier ton salaire? Si tu as eu à négocier le salaire de certaines personnes que tu as recrutées, quels sont les arguments qu'elles ont pu mettre en avant? Bah, souvent pour augmenter leur prétention salariale. Bah, déjà, moi, quand je recrutais des gens, je devais souvent argumenter, enfin, oui, ça arrivait souvent, oui, auprès des RH pour leur donner tel ou tel salaire. Donc là, l'argument, c'est vraiment un peu ce que tu disais, c'est le prix du marché, entre guillemets. Hein. C'est bah, en moyenne, un community manager, bah, il y a des études qui existent, il gagne tant. Donc si nous, on en recrute un beaucoup plus bas, ça veut dire qu'au bout d'un an, il ou elle va partir. Donc c'est pas la peine. On veut aussi investir sur les gens, leur donner la possibilité de s'impliquer au sein de l'entreprise et de rester. Donc il faut leur donner un salaire qui corresponde à ce qu'ils auraient ailleurs. Donc ça c'est un premier sujet. Et puis après les arguments, ça va être parfois la prise de risque, hein, se dire qu'on fait évoluer quelqu'un sur un territoire ou un périmètre plus large que ce qu'il avait avant, où il va devoir se former, apprendre des nouvelles choses, manager par exemple, hein, comme on l'a dit, c'est pas rien. Donc ça peut être une partie de l'argumentation. Et puis parfois, c'est aussi tout simplement l'expérience et l'expertise que quelqu'un apporte s'il est depuis X années sur un type de poste. Il connaît super bien l'entreprise, il fait super bien son boulot. S'il partait, le manque à gagner serait peut-être très important. Donc, ça vaut vraiment la peine de continuer à l'augmenter pour qu'il ait envie de rester. Et puis aussi de faire évoluer son poste pour continuer à l'enrichir et que ça reste intéressant pour lui de rester, ça c'est sûr. Du coup, ça fait, voilà, avoir la liste de ce qu'on fait de bien dans l'entreprise et ce qui dépend plus ou moins de nous, ça peut faire partie des arguments de négociation salariale, si j'ai bien Oui, compris. exactement. Et puis il y a aussi un niveau hein, de complexité, de responsabilité. Il y a des postes qui sont
plus plan-plan entre guillemets que d'autres. Il y en a qui sont très exposés, où il faut toujours aller travailler avec des personnes pas faciles, vendre des choses en interne. Enfin voilà, il y a aussi des critères comme ça qui permettent de dire bon bah là c'est quelque chose qui nécessite un salaire un peu plus costaud. Ok, d'accord. Dans les infos à partager, est-ce que tu as des personnes inspirantes que tu conseilles de suivre, des rôles modèles ou des gens qui ont une carrière qu'on peut aller voir parce que ça nous inspire, qui partagent des infos intéressantes? Oui, 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 bien sûr. Ben moi j'aime bien. Alors tu disais suivre des gens sur les réseaux sociaux par exemple. J'aime bien suivre des dircom que je trouve inspirants. Je suis depuis super longtemps par exemple Frédéric Fougera, qui est un monsieur qui d'ailleurs maintenant n'est plus dircom depuis un an. Il a monté deux petites structures de conseil. Mais bon voilà, c'est un dircom qui écrit beaucoup, qui pense beaucoup son métier. Donc ça permet parfois d'échanger avec lui parce qu'il est très open sur les réseaux et puis il partage des points de vue, des idées, des expériences. Ça c'est super intéressant. Bon, il y en a Donc, d'autres. Frédéric Fougera, du coup, je redis son nom pour que... Voilà, Fougera. Ensuite, j'aime bien suivre certains journalistes qui écrivent sur le monde de l'entreprise. J'ai eu l'occasion de rencontrer quand j'étais chez Mazars et que je m'occupais aussi à un moment de relations presse, Muriel Jazor, qui est journaliste qui s'intéresse beaucoup aux problématiques de management et de vie de l'entreprise, qui est aux Échos. Et elle poste plein de choses, notamment ses articles et des partages sur les réseaux sociaux aussi. Bon, voilà, Muriel Jazor, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, c'est toujours très éclairant et interpellant et intéressant. Après, j'aime bien aussi un monsieur qui s'appelle Christophe Lacnit, qui travaille, lui, c'est communication et marketing, ses centres d'intérêt. Et il a créé, il y a je ne sais combien d'années, une newsletter et aussi un blog, des podcasts qui s'appelle Superception. Et il regroupe enfin, il fait de la curation, il va chercher plein d'infos, etc. Et il interviewe des gens aussi. Donc, plein de choses intéressantes sur les sujets du marketing et de la com si on suit ce monsieur-là. Voilà. Donc, ce J'aime beaucoup. monsieur et sa newsletter, du coup, Voilà. Superception. Ça tombe bien que tu donnes les newsletters parce que moi, je déteste ça. Donc, j'en ai Et oui, très peu à recommander. bah voilà. Moi, je vais vous fournir en podcast et en vidéo, mais les Oui, c'est newsletters, ça. je compte sur les expertes et les experts pour vous en partager. Du coup, est-ce que tu as d'autres newsletters intéressantes auxquelles tu es abonné? Oui, j'aime bien l'ADN de la com, où il y a souvent des choses intéressantes. Après, j'aime bien les newsletters, mais tu vois, je vais pas dire que je les lis en entier à chaque fois. Mais voilà, il y a souvent des sujets, un article que je vais lire dans le métro ou autre. Donc, J'aime l'ADN. bien We Are Com. Ok. Bon, Welcome to the Jungle a des choses aussi sympas. Qu'est-ce que j'aime bien encore? Sur les sujets RSE, il y a Care News Info qui est très français. En général, je préfère les choses plus internationales, mais là, c'est très franco-français. Mais vraiment, sur les sujets RSE, il y a plein de choses super intéressantes et pas que environnementales, justement, aussi beaucoup autour de l'humain et de la diversité, de l'inclusion. Voilà, par exemple. Il y a Ok, plein de super. Et trucs qui sinon, me... est-ce que tu as un livre, par exemple, un ou deux livres qui sont intéressants, que tu conseillerais de lire pour enrichir notre pratique, soit de la communication, soit personnelle Alors, je voulais parler de Parole de leader. C'est aussi une plateforme où il y a des podcasts sur lesquels je travaille avec Hubert, donc j'en profite pour faire de la pub. Mais côté bouquin Non, mais à en lire, plus, c'est très intéressant parce que, comme je disais, j'ai partagé un podcast sur le canal, justement sur l'IA, et il y a plein d'autres podcasts intéressants. J'en ai écouté de quelques autres. C'est vraiment super parce que soit c'est sur des sujets comme l'IA avec des réflexions très poussées, soit c'est aussi par thématique. Et c'est super important et intéressant quand on a un nouveau client et qu'on doit monter sur un sujet. Il y a un podcast sur l'automobile. Quand j'avais travaillé sur un appel d'offres sur l'automobile, je pense que j'aurais été très contente de l'écouter pour savoir ce qu'il s'y disait parce que moi, pareil, des fois, je travaille sur des clients qui ont des sujets très différents et il faut pouvoir monter en compétence rapidement sur un sujet. Et je trouve que voilà, des podcasts comme ça, c'est top pour ça. bon, bah voilà. Après, tu me posais la question plus des livres. Alors, il y a la Bible du communicant qui s'appelle Le Communicateur, que je lisais déjà.
alors voilà, je partage à nouveau. Et puis en plus, j'ai eu l'honneur et la fierté de contribuer à la dernière version du communicateur, la version 9 dans laquelle on a inclus avec ExtraMile des contenus augmentés, des podcasts, des vidéos. On a fait des interviews de plein de personnes inspirantes là pour le coup. Et justement, c'est un bouquin dans lequel il y a beaucoup d'interviews. Donc ça peut aussi donner des idées de personnes à suivre. Donc sur LinkedIn. Donc ça, c'est sympa. Donc Communicator, c'est vrai que ça fait des années que ça existe parce que c'était déjà quand j'étais en DUT, je me rappelle. C'est vraiment un gros bouquin à avoir sur sa table de chevet et à lire un petit peu tous les soirs. Et moi, je me rappelle à l'époque, j'ai jamais regardé si ça existait toujours, il y avait Publicitor, parce que moi j'avais fait un DUT publicité, et aussi je crois Marketor qui existait. Donc suivant vos spécialités, voilà, allez voir ces livres qui sont des sommes d'informations absolument phénoménales. Exactement, c'est les gros bouquins. Après, dans la catégorie gros bouquins, comme je parlais de comme responsable, il y a l'ADEME, qui est l'agence de la transformation écologique au niveau français. L'ADEME qui a publié le guide de la communication responsable. Alors pareil, c'est un pavé, mais qui se lit évidemment pas du début à la fin, mais où on va piocher des informations. Donc je recommande aussi. Et puis, toujours dans ce domaine de la communication responsable, il y a un bouquin plus petit d'Asael Adari qui s'appelle Marketing et communication responsable, où il y a aussi plein de choses complémentaires et en format plus light, si vous voulez commencer par quelque chose de plus petit. Donc voilà, des livres que j'ai pas loin dans mon bureau, par exemple. Merci beaucoup pour toutes ces recommandations. Je sais pas s'il y a des questions pour toi, Ketch. Si tu as des questions, Marie-Laure est tout à toi. N'hésite pas. Écoute, ça devait être super clair ce que t'as raconté, ce que t'as expliqué, s'il y a pas de questions. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci infiniment. Pour l'invitation et aux personnes qui nous ont rejoints. C'était super agréable de partager ce matin avec vous. Ouais. Et puis à très bientôt, en tout cas, à Paris ou à d'autres endroits pour échanger sur la communication. Merci beaucoup. À bientôt. Bon été à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.